bonjour Fred. Bonjour Patrick. Alors nous sommes dans le palmarium du Jardin botanique Jean-Marie Pelt de la ville de Nancy, dont Fred est le directeur. Et j'ai une question à te poser parce que nous sommes dans une ambiance tropicale extraordinaire, des fougères un peu partout. Justement, qu'est-ce que sont les fougères? Alors les fougères, là, on est dans leur environnement optimal. L'humidité, la chaleur, d'ailleurs c'est là où dans le monde il y en a le plus, dans les zones équatoriales. Botaniquement, c'est le groupe des ptéridophytes. Ptérido, c'est les ailes, phytes, c'est les plantes qui ont des ailes. Oui, puis il y a des fougères qui s'appellent ptéris. Et il y a les gens qui s'appellent ptéris, les hélicoptères, etc. Donc ptère, c'est les ailes. Voilà. Donc dans ce groupe des ptéridophytes, il y a 4 groupes. Un groupe ancestral qui a 400 millions d'années qui s'appelle les psilotomes. C'est une plante très particulière. C'est une plante. Un groupe particulier. Il y a les prêles. Oui. Les prêles, alors mauvaises herbes, il y en a des intéressantes et malheureusement des nuisibles. Il y a également les sélaginelles, qui sont des plantes qu'on a également dans les appartements. Et puis il y a le groupe proprement dit des fougères, où nous, botaniquement, on appelle ça les filicinés. Avec un F, cette fois. Alors filicinés, F-I-L-I, filicinés. Donc ça, c'est pour nous, botanistes, le groupe spécifique des fougères. Et l'ensemble de ces plantes, fougères, sélaginelles, lycopodes, psilotomes, ont des caractéristiques communes. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup, justement, de ces filicinés? Alors, il y en a 13 000 à l'échelle mondiale, donc essentiellement en zone tropicale, mais il y en a bien sûr également en zone arctique. Alors, on pense toujours que les fougères sont des plantes uniquement d'ombre et d'humidité, mais il existe également des fougères de plein soleil et également des fougères de milieu sec. Et puis des fougères tropicales et des fougères qu'on peut mettre aussi dans nos jardins, et ça, c'est quand même assez sympa. Exactement, donc là, c'est un groupe extrêmement varié, un groupe très ancien. Donc les dinosaures en ont mangé. C'est un groupe qui est apparu il y a 400 millions d'années, à l'époque du Dévonien. Donc il y a eu des forêts gigantesques. Le charbon, par exemple, le charbon du Carbonifère. Carbonifère, ça veut dire charbon. Eh bien, le charbon lorrain, par exemple, est composé en très grande majorité de restes de fougères fossilisées. Alors autour de nous, on a des fougères géantes, comme des fougères qu'on appelle arborescentes aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont aussi grandes, justement, qu'il y a 400 millions d'années? Il y avait des prêles géantes qui faisaient 20 mètres de haut. Il y avait des lycopodes géants et il y avait des prêles géantes. Donc elles existent encore aujourd'hui. Quand on va en zone équatoriale, eh bien, on a encore des fougères arborescentes. Mais dans les fougères, il y en a une multitude de formes, des herbacées, des arbustives, des arborescences. Il y a même des fougères aquatiques. Donc, au sein de ces 13 000 espèces, il y a une très grande diversité. Il faut savoir que les fougères ont besoin d'eau. À un moment de leur phase de reproduction, il y a un besoin impérieux d'eau. Donc, il faut qu'obligatoirement, même les fougères qui vivent dans des milieux secs, parce que les fougères sur la Méditerranée, sur des rochers très secs, au moment de leur reproduction, il y a une petite structure particulière sur le protal, et là, il y a vraiment besoin d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, la fougère n'arrive pas à se reproduire. Pour vraiment comprendre qui sont, comment sont les fougères, eh bien, il faut carrément rentrer à l'intérieur de la plante. Fred, nous sommes sous la magnifique frondaison d'une Alsophila australis. C'est une fougère arborescente qui, comme son nom d'espèce l'indique, vient d'Australie. Mais je disais qu'il faut rentrer à l'intérieur de la fougère pour comprendre que c'est une fougère. Exactement. Il y a des choses qui ressemblent à des fougères, comme les cycas. Ça fait un stipe, un tronc et des frondes, mais ce sont des cycas. Il y a des fougères qui ressemblent à des mousses, mais ce ne sont pas des mousses. Donc tout ça est très très compliqué. Ce qu'on peut dire qui vraiment caractérise une fougère, c'est premièrement, elles font des sores, c'est une espèce de paquet orange, souvent, ou marron. Sous les frondes. Sous les frondes. Les sores contiennent des boules qu'on appelle des sporanges, et les sporanges éclatent et libèrent des spores. Les spores ne sont pas des graines. Effectivement, une spore, c'est une structure haploïde avec N chromosomes, alors que dans les graines, les cellules contiennent des paires de chromosomes, diploïdes. D'accord. Voilà. Et donc, dans la classification végétale, eh bien, les fougères sont apparues après les mousses. L'essentiel d'une mousse, de ce qu'on peut voir de manière visible, en fait, ça contient seulement N chromosomes. Et les groupes qui sont apparus après les fougères, qui sont plus récents, eh bien, elles, comme les cycas par exemple, ou les ginkgos ou les conifères, l'ensemble de ce qu'on peut voir est diploïde. D'accord. Et ça, c'est une évolution réelle? Alors, c'est une évolution, bien sûr, puisque les mousses ont besoin d'eau parce qu'elles vivent dans des milieux humides et elles ont besoin d'eau parce qu'elles n'ont pas de vaisseau conducteur. En fait, c'est des tissus, c'est des cellules qui sont alignées les unes au-dessus des autres, mais il n'y a pas de vaisseau qui permet la conduction et ce qui permet d'obtenir des grandes fougères comme celle-ci. Alors c'est intéressant ça d'avoir la conduction, les vaisseaux, d'être grand.
Eh bien effectivement, puisque dans la colonisation, dans la stratégie, puisque les plantes sont en compétition les unes avec les autres, eh bien lorsqu'une mousse, elle a atteint 8-10 cm pour les plus grandes, hein, il y a des mousses qui, sous les tropiques, atteignent cette taille, eh bien elles ne peuvent plus, parce que l'eau n'arrive plus à monter. Oui, ça ne peut plus pomper. Alors que les fougères qui sont apparues après, elles ont créé des vaisseaux qu'on appelle du xylème et du phloème, des vaisseaux conducteurs qui vont se perfectionner avec le temps jusqu'aux plantes à fleurs, eh bien ça permet effectivement à des plantes d'obtenir des tailles 3, 4, et donc d'être stratégiquement beaucoup plus performantes que les mousses. Parce qu'elles vont chercher le soleil et donc du coup elles peuvent encore avoir une photosynthèse plus performante. Exactement. Le souci, c'est qu'au moment de cette phase de l'aspore, eh bien il y a besoin d'eau pour que l'aspore puisse germer et faire un protal. Les groupes qui vont arriver après, les groupes évolutifs, c'est-à-dire les cycas, les ginkgos et les conifères, eux vont produire des grains de pollen, des gros ovules, et eux vont pouvoir s'extraire de manière beaucoup plus forte du milieu aqueux. Donc ils vont pouvoir coloniser des milieux un peu moins performants en eau que les fougères, comme on disait tout à l'heure, qui elles ont toujours besoin d'eau. Alors elles ont besoin d'eau pour faire quelque chose dont tu as parlé de façon discrète pour l'instant, qui est le protal. Alors c'est quoi un protal? Le protal, c'est une structure qui est souvent en forme de cœur. Oh, c'est beau. C'est la phase, en fait, sur laquelle va y avoir la fécondation. Le protal va tomber dans un milieu humide. C'est minuscule. Ça fait un demi-centimètre à 1 centimètre. Et c'est sur ce protal qu'il va y avoir la distinction des entérozoïdes et des archégones, c'est-à-dire la partie mâle et femelle. En fait, un peu les gamètes, entre guillemets, de la fougère. Exactement. C'est un genre de plateau qui va être humide, aqueux, et les entérozoïdes, les genres de spermatozoïdes, vont nager, ils nagent, et ils vont aller féconder les archégones. Alors ça, c'est très intéressant, parce que quand on dit les fougères mâles et les fougères femelles dans les jardins... Oui, mais on l'a même dans les espèces, d'ailleurs. Dryopteris filis mas. Exactement, ils ont été nommés de cet endroit-là. En fait, c'est complètement faux, parce qu'une fougère comme celle-ci, eh bien, elle n'est ni mâle ni femelle. Le seul moment où il y a une distinction mâle et femelle, c'est lors du protal. Et là, on va avoir l'entérozoïde qui a N chromosomes qui va nager. Le mâle. Le mâle, la partie mâle. D'ailleurs, qui a un petit flagelle un petit peu comme un spermatozoïde. Il va aller rencontrer l'archégone, qui lui est fixe. N plus N, ça va donner 2N. Fécondation. Et cette première cellule 2N, eh bien, elle va commencer à germer sur le protal et elle va former la future fougère. Là, on a déjà un bébé. On a une mini-cellule, la première cellule œuf, qui va commencer à se diviser et cette cellule va former progressivement une petite fougère. Vous voyez comment c'est passionnant quand même le monde de la botanique. Merci beaucoup Fred, c'était absolument passionnant. Nous avons pénétré le monde intime, on va dire, des fougères. Et dans une prochaine émission, eh bien, nous vous présenterons l'énorme diversité et aussi la beauté de ces plantes d'exception. Vous aimez nos vidéos, vous appréciez nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit tout simplement de cliquer sur la cloche qui figure sur votre page YouTube. Et vous serez ainsi informé totalement gratuitement de toutes les publications de News Jardin TV. Mais savez-vous aussi que nous avons un site Internet sur lequel il y a énormément d'informations, des réponses à vos questions, des dictons et des citations. Alors, une seule bonne adresse, www.newsjardintv.com.